Blake Lively remporte une victoire très controversée contre Justin Baldoni. L'actrice fait machine arrière. Taylor Swift de nouveau au cœur du procès. Ces titres circulent partout depuis ma première vidéo sur le procès entre Justin Baldoni et Blake Lively concernant le tournage du film Plus Jamais qui a fait plus de 350 millions de dollars de recettes. Depuis mars, il y a eu de nombreux rebondissements, mais qui a vraiment gagné quoi? Est-ce que Justin Baldoni a vraiment perdu le procès comme certains l'affirment? Pourquoi parle-t-on encore de Taylor Swift dans ce procès? Pourquoi l'avocat de Blake Lively a-t-il parlé de victoire totale dans cette déclaration? Je vous explique ce qui s'est passé et vous mets à jour sur l'avancée de ce procès qui fait trembler Hollywood. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et aujourd'hui on va continuer de décrypter le procès entre Justin Baldoni et Blake Lively. Mais avant de commencer, je voulais vraiment remercier Nextory pour sponsoriser cette vidéo. Nextory, je vous en ai déjà parlé, mais c'est la seule application en France qui propose tous les formats de lecture, que ça soit podcast, livre audio, e-book, magazine, BD. Et si vous prenez un abonnement en cliquant sur le lien en biographie, vous avez 45 jours d'essai gratuits à l'offre standard de Nextory au lieu de 14 jours, donc ça vaut vraiment le coup. Sur l'application Nextory, vous avez plus d'1 million de livres disponibles dans plus de 10 langues, donc il y a vraiment un choix hyper large. J'ai fini La couleur des sentiments dont je vous avais parlé la dernière fois, et maintenant j'ai commencé Les Déracinés. Je l'écoute dans les transports en commun, dans mon lit avant d'aller dormir, ça me détend vachement, ça me permet de déconnecter de mes grosses journées de travail. Et le fait de l'avoir en audio, je trouve que ça permet vraiment de plonger dans l'histoire de manière reposante. Les Déracinés, ça parle de 7 jeunes qui quittent la Lorraine pour aller étudier à Paris dans les années 1880. Et en arrivant à Paris, ils se sentent déracinés. C'est toute la question de la culture, de s'adapter, de perdre ses repères, ses traditions, son identité. Et moi, ça m'a particulièrement parlé parce que je suis allée habiter aux États-Unis presque 3 ans dans une culture totalement différente. Et ça m'a rappelé mon propre déracinement. Et quand j'aurai fini Les Déracinés, j'ai prévu de lire, écouter Un animal sauvage. Nextory, il est disponible sur portable, tablette, CarPlay, Android Auto. Donc vous pouvez également écouter en voiture, ce que je trouve génial. Et d'ailleurs, peu importe la formule que vous choisissez, un seul abonnement permet d'avoir plusieurs profils. Donc n'oubliez pas que si vous passez par le lien en biographie, vous avez 45 jours d'essai gratuit, ça vaut vraiment le coup. Profitez-en et merci beaucoup Nextory de sponsoriser ma vidéo, ça m'aide énormément dans mes projets. Repassons au procès de Justin Baldoni et de Blake Lively, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés et ça m'aiderait beaucoup. Cœur sur vous, merci. Je vous rappelle rapidement ce qu'est ce procès entre Justin Baldoni et son équipe et Blake Lively et son équipe. Tout ça, ça part du film Plus Jamais, It Ends With Us qui est sorti il y a 1 an maintenant. Dès la sortie du film, ça avait fait un très gros scandale parce que ce film parle de violence conjugale et Blake Lively avait plutôt tourné ça sous forme de fleurs roses, film girly avec des tapis roses. Elle a dit amenez vos plus belles robes à fleurs. Blake Lively, qui jouait le personnage principal, Lily, a profité de la sortie du film pour faire la promotion de sa marque de cheveux. Au moment de la promotion du film, elle a également parlé énormément du film de son mari, Ryan Reynolds, qui sortait Deadpool 2 au même moment. Certains journalistes ont expliqué qu'on leur avait demandé de garder le ton très léger sur le tapis rouge, qu'il fallait pas parler trop de violence conjugale. Donc Blake Lively, elle a été énormément critiquée pour ça, elle s'est pris un énorme bad buzz suite à ça. Il y a eu également énormément de bruit autour du fait que Blake Lively et Justin Baldoni, qui étaient quand même les 2 acteurs principaux du film, et en plus Justin Baldoni c'est le réalisateur du film, on ne les a jamais vus ensemble sur aucun tapis rouge, pendant aucun interview, ils s'étaient unfollow des réseaux, les gens se demandaient ce qui se passait. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quelques mois après la sortie du film en décembre 2024, Blake Lively a porté plainte contre Justin Baldoni, la boîte de production Wayfire Studio et toute l'équipe pour harcèlement sexuel. Elle reproche également à l'équipe d'avoir protégé Justin Baldoni lorsqu'elle s'est plaint de l'harcèlement sexuel de Justin Baldoni. Elle donne plein d'exemples. Elle parle également de fat shaming, Justin Baldoni aurait critiqué son poids et elle les accuse également d'avoir mené une grosse campagne de diffamation contre elle pour ruiner sa réputation, ce qui aurait justifié ce bad buzz là auprès du public. Le lendemain de cette plainte qui était à l'époque anonyme, le New York Times a publié un article avec l'intégralité de la plainte dedans et étant vraiment à charge contre Justin Baldoni. Suite à ça, Justin Baldoni a porté plainte contre le New York Times pour diffamation en réclamant 250 millions de dollars. Et après, il a porté plainte contre Blake Lively, son mari Ryan Reynolds et les publicistes, etc. de Blake Lively pour diffamation notamment et également extorsion. En gros, Justin Baldoni et ses équipes accusent Blake Lively et ses équipes d'avoir fait
du chantage pour s'emparer du film en leur disant si on n'a pas le contrôle total sur le film, on ne fera pas la promotion et on racontera des fausses histoires par rapport à vous pour ternir votre image, etc. Et il dit que c'est de l'extorsion. Voilà ce que les deux équipes se reprochent, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Justin Baldoni a-t-il vraiment perdu ce procès comme de nombreuses personnes l'affirment? Non. Et je vous explique pourquoi. Les différentes plaintes qu'il y avait eu les uns contre les autres, elles ont été consolidées en un même procès. C'est-à-dire qu'à partir de fin janvier, il y avait un seul procès pour les 3 plaintes qui ont été portées. Il y avait donc d'un côté l'équipe de Blake Lively et Blake Lively qui portait plainte contre Justin Baldoni, donc c'était plaintiff et defendant. Et de l'autre côté, Justin Baldoni était également plaintiff et Blake Lively et son équipe étaient également defendant avec le New York Times qui était également defendant. Donc tout ça s'était rassemblé dans une même procédure. L'équipe de Blake Lively, Ryan Reynolds, Blake Lively, le New York Times, ils ont tous séparément demandé au juge d'annuler les plaintes de Justin Baldoni et de son équipe contre eux. Pour qu'une plainte soit acceptée et ouvre un procès, il faut qu'elle remplisse certains critères minimums. Il faut qu'elle contienne des faits suffisants. En gros, on peut pas faire une plainte basée sur rien. Justin Baldoni, il avait porté plainte pour extorsion contre Blake Lively et sa team, en disant vous vous êtes emparé du film en nous menaçant de faire ça. Le juge a dit que ce n'était pas de l'extorsion, que certes Blake Lively avait négocié de manière très musclée pour obtenir le contrôle du film, mais que cela restait de la négociation et non pas de l'extorsion civile. Il a donc supprimé l'extorsion civile. Ensuite, Justin Baldoni et son équipe ont porté plainte contre Blake Lively, son mari Ryan Reynolds, toute l'équipe de Blake Lively et également le New York Times pour diffamation. Aux États-Unis, pour qu'il y ait diffamation, il faut une publication. Il faut que la publication soit fausse. Il faut que la publication fausse soit diffamatoire, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de négatif sur la personne. Et il faut que ça ait porté atteinte à la réputation de la personne, que la personne ait vraiment subi un dommage. Mais il y a un dernier élément qui est que quand la personne est une personne public, il faut montrer qu'il y avait de la malveillance de la part des personnes qui ont publié, c'est-à-dire que les personnes savaient que c'était faux. Si je parle d'une personne publique et que je suis persuadée que l'information elle est vraie, même si elle est fausse, il n'y a pas de diffamation parce que j'étais persuadée. Justin Baldoni et son équipe, ils disent que Blake Lively, elle les aurait diffamés dans sa plainte. Or, lorsqu'on porte plainte, on est protégé, on ne peut pas être poursuivi pour diffamation, sinon personne porterait plainte. Et donc le juge a dit, vous n'avez pas donné d'autres faits que les faits qui sont dans la plainte de Blake Lively, j'annule cette demande. Contre Ryan Reynolds, le mari de Blake Lively, et la publiciste de Blake Lively, Lacey Sloan, le juge a dit vous n'avez pas montré que ces personnes savaient que c'était faux. Oui, ces personnes ont parlé de ça dans les médias, etc. Mais c'est normal que si leur femme ou leurs collègues leur disent qu'elle s'est fait harceler sexuellement, ils la croient. Donc il ne peut pas y avoir diffamation comme vous êtes une personnalité publique. Il a annulé ces choses-là. Et enfin, il restait les accusations de diffamation du New York Times. Et le New York Times, il est de un protégé par le droit de la presse. Et ensuite, Justin Baldoni en aucun cas n'a montré que le New York Times savait que ces affirmations étaient fausses ou non. Donc il a également annulé, on dit strike, comme un strike au bowling. Il a annulé la plainte pour diffamation contre le New York Times. Les autres demandes de Justin Baldoni, elles étaient totalement accessoires. Donc en fait, la plainte de Justin Baldoni contre le New York Times, contre Blake Lively, etc. est tombée à l'eau parce qu'il n'a pas montré suffisamment d'éléments pour caractériser la diffamation ou l'extorsion. Attention, en aucun cas, ça veut dire que Justin Baldoni est condamné ou est reconnu coupable d'harcèlement sexuel sur le plateau, etc. Comme je vous l'avais dit, il y avait 2 plaintes en cours. L'un se reprochait quelque chose, l'autre se reprochait quelque chose. Le juge a juste dit, vous pouvez pas lui reprocher ça parce qu'ils sont protégés ou vous n'avez pas montré assez de faits. La plainte de Blake Lively, le juge n'a pas du tout statué là-dessus. Si ça se trouve, elle va perdre, si ça se trouve, elle va gagner. On n'en sait rien. Mais Blake Lively n'est pas gagnante de ce procès à ce jour. Ensuite, Blake Lively a également retiré des choses de sa plainte et ça a énormément fait parler. Alors attention, j'ai vu dans les médias ou sur les réseaux sociaux que certaines personnes disaient qu'elle avait retiré ses accusations majeures. C'est pas vrai, c'était des demandes accessoires. Et en aucun cas, elle a retiré les causes of action, c'est-à-dire les différentes demandes pour harcèlement sexuel. Il y a énormément de causes of action dans sa plainte, c'est-à-dire qu'elle accuse Justin Baldoni et son équipe d'avoir violé énormément de lois. Elle en a juste retiré 2. Elle a retiré
tout ce qui était concernant la détresse émotionnelle. C'est en gros, ce que cette personne a fait, ça m'a créé de la détresse émotionnelle, ça veut dire que je ne vais pas bien psychologiquement depuis ça. Pour prouver qu'il y a eu de la détresse émotionnelle, on doit notamment montrer des notes de psychologues, de notes psychiatres, de médecins, des bilans médicaux, etc., montrant que depuis cet acte-là, on va régulièrement chez le psy, chez le médecin, on souffre de ça. Je vous avais expliqué que là, on était dans la partie de la découverte, discovery, c'est-à-dire que les deux parties se demandent « Donne-moi toutes les preuves que tu as pour prouver ce que tu dis, donne-moi tes notes médicales, donne-moi tous tes SMS concernant ça. » Donc là, Justin Baldoni, il avait dit « Ok, t'as souffert de dommages émotionnels, donne-moi tous les comptes rendus de ton médecin, des bilans médicaux. » Blake Lively, elle a refusé de donner ces documents. Il y en a qui disent que c'est parce qu'elle veut protéger sa vie privée, parce que déjà que ce procès est très médiatisé, elle n'a pas envie que potentiellement ces documents soient à la vue de tous. Alors que si c'est des informations confidentielles, elles sont transmises sous scellé, donc elles sont pas transmises au public ni à la presse. Il y a d'autres personnes qui disent qu'en fait, elle n'a pas souffert de détresse émotionnelle, qu'elle n'a rien pour prouver ça, et que donc c'est pour ça qu'elle aurait abandonné ses charges, puisque de toute façon, elle peut pas les demander puisqu'elle n'a rien pour le prouver. On ne sait pas quelle est la vérité. En tout cas, on sait qu'elle a enlevé ses demandes de détresse émotionnelle dans sa plainte puisqu'elle a refusé de donner quelconque élément médical qui puisse prouver ça. Concernant Taylor Swift, pourquoi Taylor Swift est tant mentionnée dans ce procès? Pourquoi son nom revient sans cesse dans les médias? Qu'est-ce qui se passe? Pour la petite histoire, Taylor Swift, c'est la meilleure amie de longue date de Blake Lively. C'est d'ailleurs la marraine d'un des enfants de Blake Lively. Elles sont extrêmement proches. On les a vues très souvent ensemble. Taylor Swift, elle n'a pas participé au tournage. Elle n'a pas participé au film Plus Jamais. Son seul lien avec le film, c'est que Blake Lively aurait fait en sorte de mettre une des chansons de Taylor Swift dans le film. Alors pourquoi son nom y revient sans cesse dans le litige? Pourquoi on parle autant d'elle? Dans la plainte de Justin Baldoni, il explique qu'il avait eu un rendez-vous chez Blake Lively pour parler du film et d'un désaccord sur une scène. Lorsqu'il serait arrivé chez Blake Lively, il y aurait eu Ryan Reynolds, donc le mari de Blake Lively, et Taylor Swift dans le salon. Suite à ça, Justin Baldoni serait parti et il aurait envoyé des SMS à Blake Lively. D'ailleurs, ces SMS-là sont dans la plainte de Justin Baldoni, donc on peut lire. Merci pour cette discussion, ça a été intéressant, etc. Mais par contre, tu n'avais pas besoin de ramener Ryan et Taylor pour me mettre la pression. On aurait pu parler tous les deux comme de grands adultes, en gros. Et Blake Lively, elle aurait répondu, et ça c'est également dans les SMS qui sont attachés aux plaintes. Oui, mais ce sont mes deux dragons, un peu comme Daenerys. Je crois que c'est Daenerys. En fait, j'ai pas trop regardé Game of Thrones, j'aime pas, donc je sais plus. Mais juste, j'aimais bien son personnage. Attendez, je vérifie. Daenerys Targaryen. Ah bah voilà, c'est Mother of Dragons, la mère des dragons. La Khaleesi. Bon bref, Blake Lively, elle aurait dit « Je suis comme Daenerys dans Game of Thrones et eux deux, ce sont mes dragons, en gros, prêts à me défendre et à... » La plainte de Justin Baldoni, elle est éteinte, mais Justin Baldoni doit encore se défendre des accusations d'harcèlement sexuel et de campagne de diffamation contre Blake Lively. Et lui, pour se défendre de ça, il veut prouver que tout ça, c'est faux. Il veut avoir accès aux SMS entre Taylor Swift et Blake Lively. Peut-être qu'il essaie de trouver des SMS qui disent « Ouais, on va faire croire qu'il y a eu ça, comme ça, je vais peut-être pouvoir redorer mon image. » Le 9 mai 2025, Justin Baldoni a envoyé une subpoena, donc une assignation à Taylor Swift pour lui dire « Donne-moi tous tes échanges de messages entre toi et Blake Lively concernant le film. » Les avocats de Blake Lively, pas du tout contents. Ils ont fait une opposition à ça en disant « Mais ça va pas, il fait ça juste pour apporter un grand nom dans la presse. » Suite à ça, le 14 mai 2025, Justin Baldoni a envoyé une lettre au juge. Il dit « Monsieur le juge, les avocats de Blake Lively, ils ont envoyé des menaces aux avocats de Taylor Swift en lui disant « T'as intérêt à prendre la parole publiquement et à me défendre publiquement, sinon on publie des textos entre Taylor et Blake. » Attention, ça veut pas du tout dire que c'est vrai. D'ailleurs, les avocats de Blake Lively ont totalement démenti en disant « Mais c'est n'importe quoi, on n'a jamais fait ça. » Mais en tout cas, c'est ce que Justin Baldoni a dit dans sa lettre au juge. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait poser question à tout le monde, c'est que depuis le début de l'affaire, on n'a pas vu Taylor Swift et Blake Lively ensemble, alors que normalement elles sont très souvent ensemble, et que Taylor Swift n'a jamais parlé publiquement de cette affaire, n'a jamais soutenu publiquement sa meilleure amie, ce qui est quand même très étrange puisque elle est citée dans la plainte. Il y a d'ailleurs également des rumeurs comme quoi elles ne se parlent plus, comme quoi Taylor Swift serait très énervée contre Blake Lively d'être mêlée à cette histoire, etc. Le juge, il a dit « Mais ça va pas ou quoi, Justin? C'est hyper inapproprié, ça n'a rien à voir avec ce procès. Là, on n'est pas dans un procès médiatique, là, on est au tribunal pour une histoire d'harcèlement sexuel. Vous allez retirer cette lettre du dossier, sinon je vais vous sanctionner. » Mais il avait encore un deuxième moyen de se procurer les discussions entre Taylor Swift et Blake Lively, c'est de demander directement à Blake Lively, puisqu'elle a l'obligation, elle, de le
le fournir comme elle est partie au procès. Donc Blake Lively, elle a demandé début juin au juge de mettre sous scellé ces documents, qu'ils soient protégés et qu'elle n'ait pas à les envoyer à Justin Baldoni. Le juge a rejeté la demande cette fois-ci de Blake Lively en lui disant écoutez, c'est quand même vous qui avez également ramené Taylor Swift dans cette affaire. Il pourrait très bien y avoir des informations importantes qui prouveraient la véracité ou non de vos propos. Donc, vous devez fournir tous les SMS qui concernent le film entre vous et Taylor Swift. Il y a quand même un protective order, c'est-à-dire que ces documents seront fournis sous scellé, la presse n'y aura pas accès, ce sera que entre les différentes parties. Durant la discovery, donc l'échange de preuves, il y a ce qu'on appelle la deposition. La deposition, c'est que chaque avocat va pouvoir interroger la partie adverse, lui poser plein de questions, et tout ça c'est filmé, enregistré, et ça pourra être utilisé comme preuve au procès. Ces depositions, elles se font dans le cabinet d'avocat de la partie qui interroge. En général, on dit à la partie adverse, viens chez nous à telle heure dans nos locaux, il y aura un caméraman, quelqu'un pour enregistrer, un script, etc., toute une équipe. Ça dure maximum 7 heures par jour et en général ça dure une journée. La personne doit parler sous serment, doit répondre aux questions, etc. Pour la déposition de Blake Lively a demandé un protective order. Elle a demandé au juge, voilà, je veux pas aller dans le cabinet des avocats de Justin Baldoni parce que je me sens pas en sécurité, si ça se trouve il y aura la presse, je veux que ça se passe dans un endroit que je décide, je veux savoir exactement qui il y aura, quand, où, comment et tout. Bon. Alors, j'ai été un peu surprise de cette demande parce que c'est vrai qu'on va tout le temps dans le cabinet de la partie adverse dans les dépositions. Moi, quand je travaillais en cabinet, ça se passait tout le temps comme ça. Un cabinet d'avocats, il n'y a pas de presse dedans, il n'y a pas de médias dedans. C'est des endroits qui sont très sécurisés. Les personnes, ça reste des avocats, elles ont une responsabilité, elles sont sérieuses. De toute façon, il n'y a pas l'autre partie à ce moment-là, c'est que les avocats. Si Blake était amené à venir chez les avocats de Justin Baldoni, il n'y aurait pas eu Justin Baldoni, évidemment. Le juge a accepté la demande de Blake Lively. Donc, la déposition de Blake Lively se fera là où Blake Lively le veut. Je pense que ça se fera chez les avocats de Blake Lively. Elle voulait les noms des personnes exactes qu'il y aura. En général, c'est un caméraman qui est embauché pour faire les dépositions. C'est des gens qui travaillent à la cour, etc. Il y a la personne du son. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec ce procès et elles sont embauchées pour faire ce genre de choses. Les avocats de Justin, ils vont avoir le droit de poser les questions qu'ils veulent. Ils auront le matériel nécessaire, etc. pour la déposition. La déposition, elle va se dérouler de la même manière. C'est juste qu'il y a quand même une certaine pression quand on est chez les avocats adverses. En ce moment, on est encore dans la phase de la découverte, la discovery. J'ai lu les lettres des différents avocats au juge, etc. Ils sont vraiment dans une bataille judiciaire. Parfois, il y a 10 lettres qui sont envoyées au juge par jour en disant « Oui, lui, il va avoir tel document. Moi, je veux pas lui donner ça si lui me donne pas ça. Non, moi, je veux ça. » Et d'ailleurs, la dernière nouvelle en date qui fait un petit peu scandale, c'est que, vous savez, Blake Lively, elle accuse Justin Baldoni et son équipe d'avoir fait une campagne de diffamation contre elle. Donc elle a fait quoi? Elle a envoyé des assignations à tous les youtubeurs, les créateurs de contenu, etc. qui ont parlé de l'affaire. Alors pas moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été assignée en justice par Blake Lively. Non, je déconne. C'est des gens qui ont vraiment suivi le procès depuis le début. Voilà, il y a des gens qui font des vidéos tous les jours pour parler des news, etc. qui ont des avis très tranchés sur le sujet. La plupart des gens sont contre Blake Lively sur la toile. Donc je pense qu'elle essaye de voir est-ce que Justin Baldoni les aurait pas contactés en mode salut, je te donne tant et tu vas descendre Blake Lively sur internet. Elle essaye de prouver ça. Si ça se trouve, il n'y a rien de tout ça. Si ça se trouve, effectivement c'est vrai. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce mouvement-là en disant que c'était pour faire taire la critique, que c'était pour tenter d'intimider, c'était pour essayer de dissuader les personnes de donner leur avis sur internet concernant des gros procès ou des grosses des gros procès médiatiques. Ils vont devoir clôturer la phase de discovery. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment en guéguerre les deux côtés. Je pense pas non plus qu'ils vont se mettre d'accord avant le procès. 95% du temps, on signe à l'amiable avant d'aller au procès parce que personne n'a envie d'aller au procès, ni le juge, ni les avocats, ni les parties. Et en plus, ça coûte extrêmement cher. Je suis pas sûre qu'ils lâchent le morceau les deux. Et surtout, la personne qui va perdre, je pense qu'elle sera... J'ai le hoquet. Et surtout, la personne qui va... Oh putain, j'ai le hoquet. Et surtout, la personne qui, je pense, va perdre le procès sera vraiment enterrée médiatiquement. Si Justin Baldoni est bien condamné pour harcèlement sexuel, c'est extrêmement grave et ce sera peut-être la fin de sa carrière. Si Justin Baldoni est innocenté et que c'est Blake Lively qui perd, déjà qu'elle n'est pas trop aimée du public, ça va vraiment l'entacher dans sa carrière. Écoutez, la bataille judiciaire continue, elle est loin d'être finie. Dans une petite année, il y aura le procès. Je vous tiendrai informé s'il y a des gros rebondissements. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas
pas vu la dernière vidéo sur le verdict de P. Diddy, je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous explique pourquoi il a été innocenté, comment c'est possible, quelles sont les failles de la justice, les failles des procureurs et comment les avocats de la défense ont-ils fait pour innocenter avec toutes les preuves qu'on a vues. Je suis personnellement assez fière de cette vidéo sur P. Diddy. J'espère qu'elle vous plaira autant que moi et merci beaucoup à Next Story de soutenir ma chaîne YouTube. N'oubliez pas qu'en passant par le lien dans la barre de description, vous avez 45 jours d'essai gratuit au lieu de 14. Et merci beaucoup et à bientôt. Gros bisous.